6 minutes, juste 6 minutes. Et pourtant, ces 6 minutes-là ont suffi à redessiner tout l'équilibre géopolitique entre Moscou et l'Occident. Imaginez la scène, le maître du Kremlin vient à peine d'achever sa tirade menaçante visant directement le Premier ministre français et toute la stratégie de Paris en Europe orientale. Son regard figé dans ce rictus glacial qu'on lui connaît si bien scrute son interlocuteur. Il attend. Il attend cette reculade, cette petite courbette diplomatique à laquelle les dirigeants occidentaux l'ont habitué depuis si longtemps face aux intimidations russes. Sauf que cette fois, rien ne se passe comme prévu. Le chef du gouvernement... 6 minutes, juste 6 minutes. Et pourtant, ces 6 minutes-là ont suffi à redessiner tout l'équilibre géopolitique entre Moscou et l'Occident. Imaginez la scène, le maître du Kremlin vient à peine d'achever sa tirade menaçante visant directement le Premier ministre français et toute la stratégie de Paris en Europe orientale. Son regard figé dans ce rictus glacial qu'on lui connaît si bien scrute son interlocuteur. Il attend. Il attend cette reculade, cette petite courbette diplomatique à laquelle les dirigeants occidentaux l'ont habitué depuis si longtemps face aux intimidations russes. Sauf que cette fois, rien ne se passe comme prévu. Le chef du gouvernement français se redresse lentement. Il prend la parole et ce qu'il prononce alors va littéralement pétrifier toute la délégation russe présente dans la salle. On est très loin du ping-pong diplomatique habituel. Non, ce qui se joue à cet instant précis, c'est un basculement historique. La France annonce au monde entier qu'elle en a fini avec la soumission face au chantage du Kremlin. Mais pour vraiment saisir la portée de ce séisme, il faut rembobiner, revenir 4 jours en arrière, plonger dans l'atmosphère électrique des couloirs de l'Élysée, au moment précis où le Premier ministre a pris la décision, celle qui allait faire vaciller les piliers même du pouvoir russe. Nous sommes le 1er septembre 2025. Il est exactement 22h15. Dans le bureau du chef du gouvernement, une lumière pâle et maladive enveloppe la pièce. De l'autre côté des fenêtres, la capitale française gronde encore. Les échos des manifestations n'en finissent pas de retentir. Des éclats de verre tapissent les grandes artères, les sirènes déchirent de l'obscurité et le pays tout entier donne l'impression de vaciller au bord du précipice. Seul dans son bureau, le Premier ministre fait face à une pile de documents classifiés qui ne cesse de s'épaissir à mesure que les minutes s'écoulent. Rapport des services de renseignement extérieurs, évaluation des stratèges militaires, télégrammes frappés du sceau de l'urgence envoyé depuis Varsovie. Tous ces signaux convergent vers une conclusion qui glace le sang. La Pologne se trouve dans la ligne de mire et l'heure tourne. Soudain, le téléphone chiffré se met à sonner. À l'autre bout du fil, depuis la capitale polonaise, le président lui-même, sa voix trahit une panique qu'il peine à maîtriser. Mon ami, nous observons des déplacements de troupes russes sans précédent le long de la frontière biélorusse. Nos analystes sont formels, une provocation de grande ampleur se prépare et il nous reste moins de 62 heures. L'Alliance Atlantique tergiverse. Berlin refuse de bouger le petit doigt. Et Washington a la tête ailleurs noyée dans ses propres tourments intérieurs. Vous êtes notre ultime recours. Et silence. Le Premier ministre ne répond pas tout de suite. Il sait parfaitement que son pays traverse la plus grave secousse depuis mai 68. Les violences urbaines ont tout paralysé. L'économie est en chute libre. Son propre gouvernement tient à un fil. Comment pourrait-il aller défendre Varsovie quand il n'arrive même pas à ramener le calme dans les rues de son propre pays? Et pourtant, dans ce silence pesant, quelque chose se met à monter. Une détermination. Une fureur maîtrisée glaciale dirigée contre cet homme qui exploite chaque faille occidentale pour redessiner les contours du continent européen. « Monsieur le Président », finit-il par répondre, « accordez-moi 48 heures. La France n'abandonnera jamais la Pologne. Jamais. » Il repose le combiné. Son regard se tourne alors vers la grande carte de l'Europe fixée au mur. Les tracés des frontières lui paraissent soudain d'une fragilité déconcertante, presque précaire. C'est cette nuit-là, dans cette solitude du pouvoir, qu'il prend sa décision. Il n'attendra pas l'attaque du maître du Kremlin, non. C'est lui qui frappera en premier. Les heures qui suivirent furent d'une intensité rare. Le chef du gouvernement convoqua immédiatement son cercle le plus rapproché, ses conseillers de confiance. Mais attention, pas pour bricoler une réponse défensive à la hâte, non. Ce qu'il avait en tête, c'était tout autre chose, une offensive diplomatique d'une ampleur jamais vue auparavant. « Je veux absolument tout ce qu'on peut savoir sur les failles du maître du Kremlin », lança-t-il à son directeur de cabinet, ses revers militaires, ses fractures internes, ses points faibles.
Chaque talon d'Achille devait être identifié, cartographié. Je veux cerner cet homme mieux qu'il ne se cerne lui-même. Pendant 72 heures d'affilée, l'équipe du Premier ministre se transforma en machine de guerre analytique. Chaque communication interceptée des services russes fut passée au crible. Chaque rapport transmis par les agents français infiltrés en Russie fut décortiqué ligne par ligne. Chaque craquement, chaque fêlure du régime fit l'objet d'une dissection minutieuse. Puis le 3 septembre, un appel téléphonique vint tout faire basculer. Au bout du fil, sur une ligne sécurisée, un haut gradé des services de renseignement français. Le ton était grave. Monsieur le Premier ministre, nous venons d'intercepter un échange entre Moscou et Minsk. Le Kremlin est en train d'orchestrer un incident à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, un prétexte fabriqué de toutes pièces pour justifier ce qu'il appelle une intervention de protection. C'est exactement la même mécanique qu'en Ukraine, mot pour mot. À ces mots, le sang du Premier ministre se figea dans ses veines. L'histoire bégayait sous ses yeux. Sauf que cette fois, le risque d'embrasement de l'Alliance Atlantique tout entière devenait réel, concret, palpable. Cette nuit-là, le sommeil ne vint jamais. Il faisait les 100 pas dans son bureau seul face à sa colère et à sa résolution. Ses pensées tourbillonnaient. Il songeait à tous ces Européens qui s'étaient bercés d'illusions persuadés que l'Ukraine serait le terminus des ambitions du Kremlin. Il songeait à ce continent qui avait offert au monde la démocratie, les droits humains, un certain art de vivre, et qui se laissait grignoter morceau par un autocrate hanté par les fantômes soviétiques. Mais surtout, il songeait à cette France meurtrie secouée par la crise que Moscou devait sans doute percevoir comme trop affaiblie pour oser riposter. À l'aube du 4 septembre, il convoqua d'urgence un conseil de défense exceptionnel. Réunis autour de la grande table ses ministres les plus proches, l'électricité dans la pièce était palpable, presque crépitante. « Mes amis, commença-t-il d'une voix posée mais d'une fermeté absolue, dans moins de 24 heures, je vais lancer un défi public au chef du Kremlin. Je vais lui balancer ces 4 vérités en pleine face devant l'Europe entière, et je le ferai au nom d'un seul mot, la liberté. » À ces mots, un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Personne n'osait réagir. Puis la chef de la diplomatie française brisa enfin le mutisme ambiant. Enfin, vous mesurez bien la portée de ce que vous venez d'annoncer, le maître du Kremlin peut fermer le robinet du gaz du jour au lendemain. Il peut déclencher des cyberattaques massives contre nos infrastructures. Il peut, d'un simple geste de la main, le Premier ministre la coupa net. Il peut quoi au juste nous envahir, nous bombarder, nous menacer davantage qu'il ne le fait déjà quotidiennement. Sa voix monta d'un cran net, tranchante. La France ne possède plus rien à perdre. Nous touchons déjà le fond du gouffre. La seule issue qui nous reste encore, c'est de relever la tête et de nous battre. Le ministre de l'économie d'ordinaire, si posé, si pragmatique, était blême, les lèvres blanches. Mais voyons, la diplomatie, ce n'est pas la guerre. On ne va pas provoquer le Kremlin alors que nos propres rues sont à feu et à sang. Le Premier ministre planta alors son regard dans le sien, un regard d'une intensité telle qu'il le fit tressaillir sur sa chaise. Notre crédibilité diplomatique est morte et enterrée depuis le jour où nous avons renoncé à défendre nos valeurs par pure trouille des représailles. Eh bien, moi, je vais la ressusciter. Le 5 septembre, au petit matin, cap sur le sommet européen qui se tient à Bruxelles, dans l'avion qui l'emmène vers la capitale belge, le Premier ministre affiche un silence inhabituel, presque déroutant pour son entourage. Ses collaborateurs s'attendaient à le voir plonger dans ses notes, répétant encore et encore ses arguments. Mais non, rien de tout cela. Son regard se perd simplement à travers le hublot dérivant au-dessus des nuages. Il réfléchit. Ce que ses proches ignorent à ce moment-là, c'est qu'une mutation profonde est en train de s'opérer en lui. Il est en train de quitter son costume de Premier ministre aux abois pour revêtir celui bien plus large d'un véritable leader européen. L'atterrissage à Bruxelles vire aussitôt au tumulte. Les journalistes français présents sur le tarmac hurlent leurs questions dans un chaos indescriptible. « Monsieur le Premier ministre, comment comptez-vous gérer la crise des blocages? Envisagez-vous de remettre votre démission? La France a-t-elle vraiment les moyens de s'occuper de l'Europe dans l'état où elle se trouve? » Aucune réponse. Juste un sourire énigmatique à peine esquissé avant qu'il ne s'engouffre dans la voiture officielle. Il le sait pertinemment dans quelques heures à peine toutes ces questions paraîtront dérisoires minuscules, presque ridicules.
L'ouverture du sommet est consacrée comme par un clin d'œil du destin à la sécurité européenne. Exactement le terrain qu'il attendait. Autour de la grande table, les 27 dirigeants de l'Union discutent mollement des tensions grandissantes à l'Est, avec cette prudence diplomatique si typique qui frôle parfois la couardise. Le chancelier allemand insiste sur l'impérieuse nécessité d'un dialogue constructif avec Moscou. Le président français, lui encore groggy après sa récente défaite électorale, plaide timidement pour la désescalade. Tous marchent sur des œufs, tous redoutent de froisser le maître du Kremlin. C'est précisément à cet instant que la nouvelle fit irruption. Un assistant pénétra dans la salle au pas de course, se pencha discrètement à l'oreille du président du Conseil européen et lui chuchota quelques mots. Le visage de ce dernier blêmit instantanément. Impossible de dissimuler sa stupeur. « Mesdames et messieurs, lança-t-il d'une voix tendue, presque fêlée, nous venons à l'instant de recevoir une communication officielle émanant du Kremlin. Le président russe sollicite l'autorisation de s'adresser directement à notre Assemblée en visioconférence. Il invoque le caractère urgent de la situation en Europe de l'Est. Un frisson parcourut aussitôt toute la salle, une onde glaciale. Car il faut bien comprendre une chose, jamais, absolument jamais, le maître du Kremlin n'avait sollicité une prise de parole directe devant les dirigeants européens réunis. Deux hypothèses seulement étaient sur la table. Soit un piège soigneusement ficelé, soit une escalade d'une ampleur inédite. Le président du Conseil balaya la salle du regard, cherchant une issue. « Que faisons-nous » Tous les yeux se tournèrent instinctivement vers les poids lourds de la table, le chancelier allemand, le président français, la chef du gouvernement italien. Mais c'est le premier ministre français qui prit la parole le premier, calme, déterminé. Acceptons. Il est grand temps d'entendre ce que le chef du Kremlin a véritablement à nous dire. 20 minutes plus tard, l'écran géant s'alluma dans un silence quasi religieux. Et le maître du Kremlin apparut installé derrière son bureau moscovite, entouré de ce décorum du pouvoir qui ne le quitte jamais. Dans son dos, les drapeaux russes déployés, les portraits des tsars défunts figés dans leur gravité. En face de lui, sur l'écran, les dirigeants de l'Europe démocratique. Le contraste à cet instant précis était véritablement saisissant, presque cinématographique. « Messieurs les dirigeants européens », débuta-t-il de sa voix monocorde, mais dont chaque syllabe vibrait d'une menace sourde. « Je m'adresse à vous aujourd'hui parce que certains de vos États affichent une posture dangereusement agressive à l'égard de la Russie. » Son regard filtré par la caméra semblait pourtant transpercer tous les présents un par un, comme un projecteur braqué sur chaque visage. Nous observons des mouvements militaires inhabituels à proximité de nos frontières. Nous constatons l'émergence d'une rhétorique toujours plus hostile dans vos médias. Nous prenons note de décisions politiques qui compromettent gravement la stabilité de notre région commune. Il marqua alors une pause lourde théâtrale savamment calculée pour faire monter la pression d'un cran. Puis il reprit. La Russie a toujours placé le dialogue et la coopération au cœur de sa démarche. Néanmoins, nous ne tolérerons aucune provocation. Nous ne permettrons jamais que notre sécurité nationale soit mise en péril par des aventures irresponsables. Chaque mot était calibré au millimètre, chaque virgule pesée. L'intimidation à l'état pur. Le maître du Kremlin promena alors son regard sur les visages crispés des dirigeants européens, s'arrêtant méthodiquement sur chacun d'entre eux avant de fixer celui du Premier ministre français. Un arrêt qui ne devait rien au hasard. Nous éprouvons une inquiétude toute particulière face à certains propos récents en provenance de Paris. Des propos qui semblent étrangement faire abstraction du fait que la France traverse en ce moment même ses propres tourments intérieurs. L'offensive était frontale, personnelle, conçue pour humilier publiquement, et ça ne faisait que commencer. « Monsieur le Premier ministre », poursuivit-il en plongeant son regard droit dans la caméra, « votre pays est la proie des flammes, votre économie s'effondre comme un château de cartes, votre propre peuple se soulève dans les rues. Ne serait-il pas temps enfin de vous pencher sur vos propres calamités, au lieu de venir donner des leçons de morale à des nations qui cumulent 2 siècles d'expérience de plus que la vôtre? » Le silence qui tomba sur la salle fut assourdissant. Littéralement, l'humiliation était publique, gratuite, insupportable à entendre. « La Russie ne recherche pas l'affrontement, » reprit-il, « mais elle ne s'en détournera pas si on l'y pousse. Nos intérêts vitaux en Europe de l'Est ne se négocient pas. Et croyez-moi, nos moyens de les protéger sont considérables. J'ose espérer que nos partenaires européens sauront faire preuve de cette sagesse que leur propre histoire aurait dû leur inculquer depuis bien longtemps. »
La menace n'était même plus voilée. Elle était brandie à ciel ouvert, puis vint la phrase finale, celle qui vous glace le sang. L'Europe se trouve face à un choix simple, coopération ou confrontation, prospérité partagée ou isolement mutuel. Choisissez avec sagesse. L'écran s'éteignit brutalement. Noir complet. Le chef du Kremlin venait de défier publiquement toute l'Europe. Mais surtout, il venait d'humilier en direct devant ses 26 homologues le Premier ministre français. Seulement voilà, ce qui allait se produire dans les secondes suivantes, absolument personne autour de cette table ne l'avait anticipé. Très lentement presque, au ralenti, le Premier ministre français se leva, sans demander l'autorisation de prendre la parole, sans attendre le moindre feu vert du président de séance. Il se redressa simplement, posa ses deux mains bien à plat sur la surface de la table et fixa l'écran désormais éteint avec une intensité si brûlante que ses collègues européens en frissonnèrent malgré eux. « Monsieur », lança-t-il d'une voix limpide qui porta jusqu'au moindre recoin de la salle, « puisque vous venez de nous quitter si brusquement, permettez-moi de répondre point par point à votre allocution. » La tension dans la pièce devenait littéralement palpable. On aurait pu la découper au couteau. Le président du Conseil tenta timidement d'intervenir. Peut-être serait-il plus sage de... Mais d'un simple geste de la main, le Premier ministre l'arrêta net. Non. Il existe des moments dans l'histoire où se taire équivaut à se rendre complice, et ce moment-là, nous l'avons déjà dépassé depuis trop longtemps. Il se tourna alors vers ses homologues européens, mais sa voix portait suffisamment pour être captée par l'ensemble des micros disposés autour de la table. Il en avait pleinement conscience. Il savait parfaitement que les mots qui allaient s'échapper de ses lèvres dans les instants suivants seraient retransmis en direct, disséqués, commentés, analysés aux quatre coins de la planète. « Mesdames et messieurs, chers collègues européens, entama-t-il d'une voix posée, nous venons tous ensemble d'assister à un numéro bien rodé. Un spectacle que le chef du Kremlin perfectionne depuis un quart de siècle maintenant, l'art de faire passer l'intimidation pure pour du dialogue diplomatique. » Il ménagea une pause, laissant ses paroles flotter dans l'air, s'imprégner dans chaque esprit autour de la table. Le maître du Kremlin me reproche à l'instant de me mêler des affaires européennes alors que la France traverserait des turbulences internes. Fort bien. Permettez-moi dans ce cas de lui rafraîchir la mémoire sur quelques vérités bien établies. Sa voix se durcit d'un coup. Elle perdit sa chaleur diplomatique habituelle. Qui a envoyé ses chars écraser la Géorgie, qui a arraché la Crimée par la force en 2014, qui a déclenché une guerre totale d'une sauvagerie inouïe contre l'Ukraine en 2022, qui déstabilise aujourd'hui le continent africain qui s'ingère dans nos scrutins démocratiques, qui envoie ses tueurs à gages éliminer ses opposants jusque sur notre propre territoire. Chaque question claquait dans l'air comme un coup de fouet, un véritable rafale. Et les dirigeants européens habitués depuis tant d'années aux circonvolutions, aux euphémismes, aux précautions oratoires de la diplomatie feutrée, découvrir soudain un langage d'une brutalité absolument inédite dans ce genre d'enceinte. Le chef du Kremlin aime à invoquer l'expérience historique de son pays. Parfait. Parlons donc d'histoire puisque c'est son terrain de prédilection. Le Premier ministre fit un pas en avant, avançant presque vers l'écran désormais éteint, comme pour mieux affronter un adversaire invisible. Combien de pays la France a-t-elle envahi au cours des 20 dernières années? 0. Combien de territoires étrangers la France a-t-elle annexé? 0. Combien d'opposants politiques français ont été empoisonnés à l'étranger par nos services? 0. L'offensive était chirurgicale, méthodique, implacable comme une mécanique d'horlogerie. Et maintenant, regardons en face le bilan de la Russie du chef du Kremlin. Combien de pays envahis? 6. Combien de territoires annexés? 3. Combien d'opposants politiques assassinés? Je n'aurai sincèrement pas le temps dans le cadre de cette réunion de tous les énumérer un par un. Le contraste entre les deux bilans était tout simplement ravageur, écrasant. De ces confrontations de chiffres qui ne laissent plus aucune place au débat. Mais peut-être le chef du Kremlin préfère-t-il que nous nous concentrions sur la politique intérieure puisqu'il affiche une sollicitude si touchante, si inattendue à l'égard de la situation française. Un sourire glacial se dessina alors sur ses lèvres. Un sourire qui n'annonçait rien de bon pour son adversaire. La France traverse effectivement une crise, personne ne le nie. Mais de quelle nature est cette crise? Une crise démocratique où notre peuple exprime librement sa colère en descendant dans les rues? Une crise où nos médias passent au cri-clip?
au crible les décisions du gouvernement sans jamais redouter d'être bâillonné du jour au lendemain. Une crise où l'opposition politique s'exprime à voix haute sans craindre de finir derrière les barreaux pour délit d'opinion. Il se pencha légèrement vers l'avant vers la table comme pour mieux enfoncer chaque mot. Alors dites-moi, monsieur, à quand remonte la dernière manifestation d'opposition que vous ayez autorisée sur la place Rouge? À quand remonte la dernière fois qu'un journaliste russe a pu critiquer ouvertement votre politique sans en payer le prix fort? Votre peuple a-t-il, ne serait-ce qu'une seule fois, eu le droit de choisir librement ses propres dirigeants dans un scrutin digne de ce nom? Les questions s'enchaînaient en cascade, chacune plus gênante que la précédente, un véritable tir de barrage. Vous nous parlez de stabilité, monsieur. Mais de quelle stabilité parlez-vous exactement? Celle d'un régime qui empoisonne ses adversaires politiques? Celle d'une économie entièrement suspendue au prix du baril de pétrole? Celle d'un pays où l'espérance de vie des hommes est aujourd'hui plus faible que celle du Bangladesh? Les statistiques s'abattaient sur la table avec la brutalité d'une lame de guillotine, implacable, indiscutable. Puis 27 questions, celles qui à elles seules allaient faire basculer le cours de l'histoire contemporaine. Monsieur, savez-vous ce qui distingue fondamentalement un dirigeant démocratique d'un autocrate? Je vais vous le dire. Un dirigeant démocratique accueille la critique, l'écoute et en tire des enseignements pour progresser. Un autocrate lui brandit des menaces contre quiconque ose ne serait-ce que formuler cette critique. Alors je vous pose la question ouvertement devant toute l'Europe, de laquelle de ces deux catégories relevez-vous? Le silence qui s'abattit sur la salle après cette question était assourdissant, au sens le plus littéral du terme. Même les interprètes, pourtant des professionnels aguerris, avaient cessé tout chuchotement dans leur cabine. Le Premier ministre français venait en direct sans le moindre artifice de traiter publiquement le chef du Kremlin d'autocrate, devant l'ensemble des dirigeants du continent, devant toutes les caméras de la planète. C'était proprement inédit. Un moment d'histoire en train de s'écrire sous leurs yeux. Mais rassurez-vous, je suis loin d'en avoir terminé, poursuivit-il avec un calme olympien qui donnait presque le vertige. Vous venez de nous brandir la menace de conséquences terribles si nous osions défendre nos valeurs et protéger nos alliés. Fort bien. Permettez-moi à mon tour de vous rappeler quelles ont été les véritables conséquences de vos propres choix pour la Russie elle-même. D'un geste calme, presque posé, il sortit une feuille de son dossier, un document bardé de chiffres. Depuis le déclenchement de votre agression contre l'Ukraine, le produit intérieur brut de votre pays s'est effondré de 15%. Votre monnaie nationale a dégringolé en chute libre. 300 000 de vos jeunes compatriotes parmi les plus brillants ont fait leurs valises et fui leur propre patrie. Et vous-même, vous êtes devenu tout simplement le dirigeant le plus isolé diplomatiquement sur l'ensemble de la planète. Les chiffres s'abattaient les uns après les autres accablants. Impitoyables. Vos seuls alliés aujourd'hui se comptent sur les doigts d'une main des régimes parias comme Téhéran et Pyongyang. Vos propres oligarques dissimulent leur fortune dans nos banques occidentales. Vos propres enfants, oui, vos enfants suivent leurs études dans nos universités européennes. Alors dites-moi, moi franchement, monsieur qui êtes véritablement sorti vainqueur de cette confrontation, le Premier ministre marqua une pause, une longue pause. Il laissait délibérément l'impact de ses mots se diffuser, s'infiltrer dans chaque conscience présente autour de la table. Vous nous accusez avec emphase de nous livrer à de dangereuses provocations. Parfait. Laissez-moi alors, puisque vous soulevez le sujet, vous expliquer concrètement ce qu'est une véritable provocation. Sa voix monta d'un ton. Elle se chargea d'une indignation contenue depuis trop longtemps. Menacer ouvertement des pays souverains de rayer leur nom de la carte. Utiliser le gaz naturel comme une arme de chantage contre l'Europe entière. Faire sauter des gazoducs sous-marins stratégiques. Arracher de force des enfants ukrainiens à leurs familles pour les déporter. Bombarder méthodiquement des hôpitaux remplis de civils. Voilà, monsieur, ce que j'appelle, moi, de vraies provocations. Il se redressa alors de toute sa hauteur, presque solennellement. Et maintenant, écoutez attentivement. Laissez-moi vous annoncer en direct ce que la France entend faire face à vos menaces. L'Assemblée retenait son souffle. Plus un bruit, plus un toussotement, plus un chuchotement. Nous allons poursuivre notre soutien à l'Ukraine sans relâche jusqu'à sa victoire totale et complète. Nous allons renforcer massivement notre dispositif militaire en Europe de l'Est. Nous allons durcir d'un cran supplémentaire les sanctions visant votre régime et étendre leur portée à tous ceux qui s'obstinent à le soutenir. Et si par hasard vous vous bercez de l'illusion que la crise intérieure française nous affaiblit, alors permettez-moi de vous le dire, sans détour, vous vous trompez lourdement.
Un sourire apparut sur ses lèvres, un sourire de défi presque narquois. Elle nous met face à nous-mêmes cette crise. Elle nous rappelle brutalement mais salutairement que la liberté a toujours eu un prix. Et ce prix, nous autres Français, nous sommes prêts à le payer sans hésitation. Contrairement à votre peuple, monsieur, qui n'a même pas l'autorisation de savoir qu'un tel prix existe. Il ménagea alors une dernière pause. Courte, mais chargée, avant de porter l'estocade. Vous voulez vraiment savoir où réside la véritable différence entre la France et la Russie? Je vais vous le dire. En France, quand le peuple descend manifester dans la rue, le gouvernement tend l'oreille. En Russie, quand le peuple ose manifester, le gouvernement le jette en prison. En France, quand un dirigeant échoue dans sa mission, il présente sa démission. En Russie, quand un dirigeant échoue, il réécrit purement et simplement la Constitution pour s'accrocher au pouvoir. Et c'est alors que vint le coup fatal, le coup de grâce, celui que personne, absolument personne ne voyait arriver. D'ailleurs, tant que nous y sommes, monsieur, avez-vous d'ores et déjà prévu de réviser une nouvelle fois la Constitution russe afin de vous maintenir en place à vie? Ou bien avez-vous enfin rassemblé le courage élémentaire de laisser votre propre peuple choisir librement son avenir? La salle entière était plongée dans un état de sidération totale, des visages figés, des bouches entr'ouvertes. Le Premier ministre français venait non seulement de riposter point par point aux menaces du Kremlin, mais il venait surtout d'attaquer frontalement son adversaire sur le terrain le plus sensible, qui soit sa légitimité, même sa politique intérieure, sa nature profondément dictatoriale. C'était un véritable séisme diplomatique, une secousse dont les répliques allaient se propager pendant des semaines. « Mesdames et messieurs, chers collègues européens, conclut-il en se tournant calmement vers ses homologues, l'heure du choix a sonné. Soit nous continuons à trembler devant les menaces du Kremlin et nous assistons passivement au démantèlement pièce par pièce de l'Europe démocratique que nos pères ont bâtie. Soit nous lui rappelons une bonne fois pour toutes ce que représente véritablement notre continent, 450 millions d'habitants libres, une puissance économique 10 fois supérieure à la sienne et un socle de valeurs qui ont traversé les siècles sans jamais se fissurer. Il tourna alors une dernière fois son regard vers la caméra, cette caméra qui retransmettait ses paroles en direct jusqu'à Moscou. Et dans un calme glaçant, il prononça ces mots qui allaient faire le tour du monde. « Monsieur, votre règne arrive à son terme. Et attention, ce n'est pas nous qui en décidons ainsi. Non, c'est l'histoire elle-même qui le décide. Les dictatures, toutes sans exception, finissent immanquablement par s'écrouler sous le poids de leurs propres mensonges accumulés. La seule interrogation qui demeure en suspens aujourd'hui, c'est celle-ci: quitterez-vous la scène dans la dignité ou bien dans le chaos le plus total? » Le Premier ministre français avait prononcé ces paroles avec un calme absolument déroutant, presque surnaturel. Le silence qui s'installa ensuite dans la salle sembla durer une éternité entière, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Puis, lentement, très lentement, un premier dirigeant européen se leva, suivi d'un deuxième, puis d'un troisième, jusqu'à ce qu'un à un tous se dressent pour applaudir le chancelier allemand, la chef du gouvernement italien, le premier ministre espagnol. Tous, absolument tous, sans la moindre exception. Pour la toute première fois dans l'histoire de l'Union européenne, les 27 chefs d'État et de gouvernement réunis applaudissaient à l'unisson un homme qui venait ouvertement, frontalement de défier le maître du Kremlin. Ce qui se déroula dans l'heure qui suivit cette scène défia littéralement toutes les prévisions, toutes les analyses, tous les pronostics. En Russie, la retransmission fut coupée brutalement sans la moindre explication. Les médias aux ordres tentèrent pitoyablement de minimiser l'affaire, la réduisant à une énième provocation occidentale habituelle. Mais rien à faire, les réseaux sociaux russes étaient littéralement en feu. Pour la première fois depuis de nombreuses années, on y voyait déferler des messages de soutien massifs, presque incontrôlables. Un dirigeant occidental, enfin quelqu'un qui ose dire la vérité en face au chef du Kremlin, écrivaient des internautes moscovites en masse. Ce Français a plus de cran que tous nos opposants réunis. Commentaire de jeunes Russes venus de la ville sur la Neva. Au Kremlin, c'était la panique à l'état pur. Selon diverses sources diplomatiques concordantes, le chef du Kremlin était entré dans une colère noire terrifiante. Il avait immédiatement convoqué en urgence le Conseil de sécurité russe, hurlant contre ce qu'il qualifiait d'insolence française et réclamant à corps et à cri des mesures de rétorsion immédiate spectaculaires. Mais alors, pour la toute première fois, l'impensable se produisit. Ses propres conseillers osaient exprimer des doutes
Ouvertement, à voix haute, peut-être aurait murmuré l'un d'entre eux, ne serait-il pas sage d'escalader davantage la situation? Cette confrontation ne nous a pas grandi aux yeux de l'Europe. L'effet de la confrontation fut immédiat et spectaculaire, véritablement vertigineux. Les chancelleries européennes qui quelques heures à peine auparavant critiquaient ouvertement la France pour son instabilité intérieure découvraient brusquement qu'elle disposait enfin d'un leader capable de tenir tête au chef du Kremlin. Les appels téléphoniques affluaient vers Matignon, de partout, sans relâche. Berlin cherchait désormais à coordonner une réponse européenne commune. Rome proposait de bâtir un axe franco-italien résolument anti-russe. Et Londres, malgré le Brexit et toutes les brouilles accumulées depuis, tentait discrètement un rapprochement avec cette France qui seule osait encore défier Moscou ouvertement. Mais c'est sur le sol français lui-même que l'onde de choc se révéla la plus puissante, la plus inattendue. Les manifestations s'arrêtèrent net, du jour au lendemain, brutalement. Les manifestants eux-mêmes, qui quelques heures plus tôt encore réclamaient à corps et à cri la démission du Premier ministre, réalisaient soudain qu'ils avaient à leur tête un homme dont ils pouvaient légitimement se sentir fiers. Au moins, on a un chef qui ne se couche pas devant le Kremlin, entendait-on désormais dans les cafés parisiens entre deux gorgées d'expresso. Il a eu le cran de balancer leur vérité au dictateur de Moscou, commentait-on sur le vieux port de Marseille. Les médias français, jusqu'alors particulièrement féroces avec le Premier ministre, furent contraints de réécrire leurs éditoriaux dans l'urgence. Un grand quotidien de droite titrait sobrement « Le Premier ministre redonne à la France sa fierté perdue ». Un journal classé à gauche analysait « Quand la tempête révèle un véritable leader ». Et même l'organe historique du Parti communiste reconnaissait enfin du bout des lèvres l'émergence d'un dirigeant français refusant de plier l'échine devant un tyran. Mais c'est dans l'enceinte du Palais Bourbon que l'effet le plus stupéfiant se manifesta. Les députés qui s'apprêtaient pourtant à voter dans les heures suivantes une motion de censure en bonne et due forme contre le gouvernement suspendirent tout simplement leurs travaux. La chef du parti d'extrême droite déclara publiquement à la surprise générale « On ne tire pas dans le dos d'un homme qui vient tout juste de défendre l'honneur de la France. » Le leader de la gauche radicale jamais en reste renchéri. Pour une fois aux joies, nous avons un Premier ministre qui refuse de s'aplatir devant un dictateur. Cette union sacrée absolument inédite dans l'histoire politique récente offrait désormais au chef du gouvernement une marge de manœuvre politique dont aucun dirigeant français n'avait bénéficié depuis les heures glorieuses de la Ve République. Les sondages qui le donnaient encore à 25% d'opinion favorable le matin même le propulsaient en l'espace de quelques heures à 74% dès le soir. Un bond historique, du jamais vu. La France oubliée d'elle-même venait brusquement de retrouver le goût de la fierté nationale. Dans les jours qui suivirent ce séisme diplomatique, Moscou tenta de riposter par tous les moyens imaginables. Plusieurs contre-offensives furent lancées simultanément, vagues de cyberattaques ciblant les infrastructures critiques françaises, campagnes massives de désinformation orchestrées sur les réseaux sociaux, pressions économiques à peine voilées. Mais rien, absolument rien, ne semblait produire le moindre effet. Le Premier ministre français avait touché du doigt la seule faiblesse véritable du chef du Kremlin, sa légitimité même. Pour la toute première fois depuis son accession au pouvoir, le maître du Kremlin se retrouvait publiquement ridiculisé par un dirigeant occidental. Et cette humiliation, contrairement à toutes les précédentes, résonnait jusqu'à l'intérieur même de la Russie, jusque dans les foyers moscovites. Puis vint le 15 septembre, exactement 10 jours après la confrontation historique de Bruxelles, et l'impensable se produisit. L'impossible devint réalité. Une manifestation de soutien au Premier ministre français eut lieu en plein cœur de Moscou. Quelques centaines de jeunes Russes bravèrent ouvertement la répression policière pour scander dans les rues « Merci la France » et « Démission, démission ». La police intervint avec une brutalité effroyable, matraques, arrestations de masse chaos. Mais c'était trop tard, les images avaient déjà fait le tour de la planète en quelques minutes. Les smartphones avaient filmé l'impensable. Le Premier ministre français venait de devenir du jour au lendemain un véritable héros aux yeux de l'opposition russe en exil comme à l'intérieur du pays. Cette manifestation moscovite constitua pour le Kremlin la goutte d'eau qui fit déborder un vase déjà bien rempli. Selon plusieurs sources diplomatiques occidentales concordantes, le chef du Kremlin sombra alors dans une paranoïa complète, totale, dévorante.
Il limogea plusieurs de ses plus proches conseillers, renvoya sans ménagement une poignée de généraux, réorganisa de fond en comble ses services de sécurité. L'homme qui terrorisait l'Occident depuis un quart de siècle découvrait soudain pour la première fois de sa vie ce que signifiait le mot « peur ». Un mois plus tard, les conséquences géopolitiques de cette confrontation étaient devenues évidentes aux yeux du monde entier. L'Alliance Atlantique, enhardie par le courage inédit de l'exemple français, renforça massivement son dispositif militaire en Europe de l'Est. L'Union européenne, elle adopta de nouvelles sanctions contre la Russie à une majorité écrasante jamais atteinte auparavant. Les pays africains, jusque-là hésitants ou carrément pro-russes, commencèrent à prendre discrètement leur distance avec Moscou chancellerie après chancellerie. Mais surtout, et c'est peut-être là le plus marquant, l'exemple français inspirait désormais d'autres dirigeants à travers la planète. Le président ukrainien multipliait dans ses allocutions publiques les références à ce qu'il appelait désormais « l'esprit de Bruxelles ». Le premier ministre polonais parlait avec émotion du courage français retrouvé, et même bien au-delà du continent européen jusqu'en Asie, les dirigeants japonais et sud-coréens évoquait ouvertement cette nouvelle méthode pour résister aux pressions exercées par Pékin et Pyongyang. Quant au chef du Kremlin, il était désormais devenu sans contestation possible l'homme le plus isolé diplomatiquement de la planète entière. Ses rares alliés restants Téhéran, Pyongyang, Minsk commençaient eux-mêmes à exprimer discrètement des doutes. Le dirigeant biélorusse en personne, selon des informations émanant des services occidentaux, s'interrogeait désormais sérieusement sur la solidité réelle de son protecteur russe. Le maître du Kremlin, qui quelques mois à peine auparavant dictait encore sa loi à toute l'Europe en frappant du poing sur la table, découvrait avec effroi que son empire jadis redouté s'avérait en réalité d'une fragilité alarmante. Et c'est dans ce contexte de délabrement accéléré que le 1er novembre 2025, soit exactement 2 mois jour pour jour après sa confrontation historique avec le Premier ministre français, le chef du Kremlin, commit une erreur fatale. Une faute impardonnable, de celle qui scelle une destinée. Lors d'une allocution télévisée solennelle, le chef du Kremlin commit l'irréparable. Il qualifia ouvertement le Premier ministre français de « ennemi de la Russie » et promit menaçant que les provocateurs français finiraient par payer le prix fort de leur insolence. Cette nouvelle menace lancée à la face du monde produisit pourtant l'exact inverse de l'effet escompté. Au lieu d'isoler Paris comme il l'espérait, elle ressouda au contraire l'Europe entière autour de la France, un réflexe de solidarité immédiat presque instinctif. L'Union européenne vota dans la foulée des sanctions d'une ampleur totalement inédite dans son histoire. Pour la toute première fois, Bruxelles ciblait directement nommément le chef du Kremlin, en personne gel intégrale de tous ses avoirs sur le territoire européen, interdiction formelle de pénétrer dans l'espace européen. L'Alliance Atlantique, elle, franchit un cap supplémentaire en activant l'article 5 à titre purement préventif, considérant désormais que les menaces russes proférées contre la France concernaient de fait l'Alliance tout entière. Mais le coup le plus douloureux pour le maître du Kremlin allait lui venir du côté où il s'y attendait le moins, de l'intérieur même de la Russie. Le 15 novembre, coup de tonnerre à Moscou, plusieurs oligarques russes parmi les plus puissants publièrent une lettre ouverte dénonçant l'isolement grandissant de leur pays et appelant sans détour à renouer un dialogue constructif avec l'Occident. C'était la toute première fois depuis l'accession du chef du Kremlin au pouvoir 2 décennies plus tôt que l'élite économique russe osait le critiquer publiquement à visage découvert. Cette lettre ouverte déclencha instantanément une purge brutale au sommet du Kremlin. Une dizaine de hauts responsables furent limogés en quelques heures seulement. Plusieurs oligarques signataires se retrouvèrent arrêtés. Les services tout entiers furent réorganisés de fond en comble. Mais ces mesures répressives, loin d'étouffer la contestation naissante, ne firent qu'accentuer un peu plus encore l'isolement du chef du Kremlin. L'homme qui avait édifié son pouvoir tout entier sur la peur des autres découvrait désormais à ses dépens que la peur, quand elle finit par changer de camp, se transforme en poison mortel. En décembre 2025, soit 3 mois à peine après sa confrontation désastreuse avec le Premier ministre français, le chef du Kremlin était devenu littéralement méconnaissable aux yeux du monde. Les photographies officielles diffusées par les médias d'État montraient un homme visiblement vieilli, aux traits creusés, au regard fuyant. Ses apparitions publiques se faisaient de plus en plus rares, de plus en plus brèves. Ses discours, autrefois si menaçants, si assurés dans leur arrogance, sonnaient désormais désespérément creux, vides de substance. C'est précisément dans ce contexte de délitement accéléré que survint l'événement qui allait porter le coup final définitif au prestige international du chef du Kremlin. Nous sommes le 20 décembre 2025.
Un sommet se tient à Astana réunissant les États membres d'une organisation de sécurité collective régionale, en clair, les derniers alliés historiques de Moscou. Le chef du Kremlin tenta alors une ultime fois de restaurer son autorité devant ses vieux partenaires. Il prononça un discours d'une virulence inouïe contre ce qu'il nommait l'arrogance occidentale et les provocations françaises, espérant rallier autour de lui le Kazakhstan, l'Arménie et les autres membres présents dans la salle. Mais l'impensable se produisit. Le premier ministre arménien osa interrompre publiquement l'orateur devant tous ses pairs. Avec tout le respect qui vous est dû, peut-être ferions-nous bien d'écouter enfin ce que dit ce Français. Peut-être a-t-il raison sur un certain nombre de points. Du jamais vu, absolument du jamais vu dans les annales de cette organisation, un dirigeant membre de l'Alliance régionale osait ouvertement contredire le chef du Kremlin en pleine session officielle devant les caméras. Le président kazakh enhardi par cette audace renchérit immédiatement à son tour. L'isolement dans lequel s'enfonce la Russie finit par nous isoler tous collectivement. Nous devons commencer à réfléchir sérieusement à notre propre avenir. Et un à un, comme une digue qui seront les alliés historiques de Moscou, se mirent à exprimer ouvertement leurs doutes, publiquement. Le chef du Kremlin ne supporta pas la scène. Il quitta précipitamment la salle avant même la fin de la session officielle. Les images de sa sortie en catastrophe, visage fermé, traits tirés firent le tour de la planète en quelques heures. Le tsar autoproclamé de toutes les Russies fuyait littéralement ses propres alliés. Pendant ce temps, à Paris, le premier ministre français consolidait méthodiquement sa stature nouvelle de leader incontesté de l'Europe libre, le 31 décembre 2025. Discours traditionnel de fin d'année. Et là, il put dresser un bilan que strictement personne n'aurait osé imaginer seulement 4 mois auparavant. Mes chers compatriotes, en septembre dernier, notre pays vacillait au bord du précipice. Aujourd'hui, nous guidons le continent européen sur le chemin de la liberté. En septembre, on nous menaçait. Aujourd'hui, on nous respecte. Il conclut son allocution par ces mots aux accents presque prophétiques. À Bruxelles, face aux intimidations du chef du Kremlin, je n'ai fait qu'une seule chose, rappeler au monde entier que la France ne plie jamais le genou devant qui que ce soit. 6 minutes. Il n'aura fallu que 6 minutes pour que la planète s'en souvienne à nouveau. Et certains aujourd'hui au Kremlin commencent enfin à comprendre que les temps ont irrémédiablement changé. L'année 2026 s'ouvrit donc sur un monde profondément transformé. La Russie, autrefois puissance redoutée et crainte par toute l'Europe, s'était muée en un véritable paria diplomatique isolé. L'Europe, désormais entraînée dans le sillage de la France, avait retrouvé sa fierté collective et une cohésion qu'on croyait perdue à jamais. Et dans les rues de Moscou, malgré la répression toujours féroce de jeunes Russes, scandait désormais en français dans le texte « Merci la France ». Nous sommes le 15 mars 2026, exactement 6 mois jour pour jour après la confrontation historique de Bruxelles. Et l'impossible devint à nouveau réalité. Depuis sa cellule de prison, le plus célèbre opposant russe parvint à faire sortir clandestinement un message. Ce message fut lu publiquement lors d'une manifestation organisée en secret dans la ville sur la Neva. Son contenu disait en substance: ce dirigeant français nous a démontré qu'il était possible de regarder le chef du Kremlin droit dans les yeux et de lui opposer un refus ferme. Il nous a rendu l'espoir. Il nous a rappelé cette vérité fondamentale que nous avions fini par oublier: les tyrans ne conservent de leur puissance que tant que nous les croyons nous-mêmes invincibles. Ces paroles relayées de bouche à oreille dans toute la Russie en dépit de la censure omniprésente achevèrent de délégitimer le chef du Kremlin aux yeux de son propre peuple. L'homme qui avait terrorisé l'Europe pendant un quart de siècle découvrait enfin à ses propres dépens la véritable définition de la peur. Ce n'était pas celle qu'il infligeait aux autres. Non, c'était celle bien plus insidieuse de voir sa propre autorité s'effriter pierre après pierre sous les coups de boutoir de la vérité. Mais la revanche la plus éclatante du Premier ministre français devait survenir le 9 mai 2020, jour hautement symbolique de la fête de la victoire en Russie. Traditionnellement, le chef du Kremlin organisait ce jour-là un défilé militaire grandiose sur la place Rouge, destiné à impressionner le monde entier par sa démonstration de puissance. Mais cette année-là, pour la toute première fois depuis 1991, strictement aucun dirigeant étranger ne fit le déplacement jusqu'à Moscou. Même les alliés historiques du régime boudèrent ostensiblement la cérémonie. À Paris, exactement le même jour, le premier ministre français orchestrait une cérémonie d'hommage aux victimes des totalitarismes, en présence de l'ensemble des dirigeants européens,
ainsi que de représentants de l'opposition russe en exil. Le contraste entre les deux scènes était proprement saisissant. D'un côté, un dictateur complètement isolé célébrant solitairement ses propres fantasmes de grandeur passée. De l'autre, un leader démocratique entouré de ses pairs et des forces vives de la liberté. Les images parlaient d'elles-mêmes sans commentaire. Sur la place rouge, le chef du Kremlin seul sur sa tribune officielle face à des gradins à moitié déserts ponctués de visages glacés. À Paris, le premier ministre français, porté par une foule enthousiaste scandant « Liberté pour la Russie » à plein poumon. Le monde avait définitivement choisi son camp. L'été 2026 apporta la confirmation définitive de ce basculement géopolitique majeur. Lors du sommet du G7 organisé au Canada, le premier ministre français fut accueilli comme un véritable héros par l'ensemble de ses homologues. Le président américain le qualifia publiquement de « conscience morale de l'Occident ». Le premier ministre canadien salua avec chaleur un courage devenu exemplaire pour toutes les démocraties. Même le chef du gouvernement japonais, pourtant réputé pour sa retenue diplomatique, évoqua ouvertement l'inspiration française comme boussole face aux pressions chinoises exercées dans le Pacifique. Quant au chef du Kremlin, il n'était plus invité nulle part. Ses derniers alliés Téhéran et Pyongyang commençaient eux-mêmes ouvertement à prendre leur distance. Le guide suprême iranien annula sans explication une visite pourtant prévue de longue date à Moscou. Le dirigeant nord-coréen reporta Sindhi, un sommet bilatéral qui devait sceller un rapprochement stratégique. L'isolement était désormais total, définitif, irréversible. Nous sommes en août 2026, presque un an jour pour jour après la confrontation historique de Bruxelles, et c'est alors qu'un événement hautement symbolique vint couronner définitivement la victoire du premier ministre français sur son adversaire russe. L'opposition russe en exil organisa ce qu'elle baptisa le Congrès de la Russie libre, et elle choisit Paris comme lieu de ce rassemblement historique. Pour la toute première fois depuis la révolution de 1917, des Russes se réunissaient librement sur le sol français pour dessiner ensemble l'avenir démocratique de leur pays. Le premier ministre français ouvrit personnellement les travaux de ce congrès par une allocution appelée à entrer dans l'histoire. Mesdames et messieurs, chers représentants de la Russie éternelle, celle des grands poètes et des grands romanciers du XIXe siècle, celle des dissidents courageux du XXe siècle. La France vous accueille aujourd'hui comme elle a toujours accueilli à travers les siècles tous ceux qui se sont battus pour la liberté. Votre tyran s'accroche à l'illusion que la peur peut durer éternellement. Il commet une erreur de jugement fatale. L'histoire nous enseigne depuis toujours une leçon implacable, les dictatures sans exception finissent par s'écrouler. La seule véritable question qui demeure, c'est celle du calendrier. Ces paroles franchirent les frontières, résonnèrent jusqu'au cœur même de la Russie, malgré tout l'arsenal de censure déployé par les autorités. Sur les réseaux sociaux russes, en dépit de la répression omniprésente, on s'échangeait clandestinement les extraits les plus marquants de cette allocution parisienne. Le premier ministre français était devenu en quelques mois seulement l'espoir secret de millions de Russes opprimés par leur propre gouvernement. L'automne 2026 apporta les tout premiers signes tangibles de l'effondrement du régime en place à Moscou. Dès le mois de septembre, des manifestations éclatèrent simultanément comme par un signal coordonné dans une vingtaine de villes russes différentes. Pour la toute première fois, les manifestants ne se contentaient plus de réclamer quelques réformes à la marge, non. Ils exigeaient désormais ouvertement la chute pure et simple du régime. Et sur les banderoles brandies dans les cortèges, on pouvait lire écrit en français dans le texte « Merci la France, vive la liberté ». La répression qui s'ensuivit fut d'une brutalité effarante. Mais elle se révéla totalement inefficace. Les images filmées des violences policières diffusées en temps réel sur les réseaux sociaux ne firent qu'attiser davantage encore la colère populaire. Le chef du Kremlin, qui avait patiemment bâti son pouvoir sur le contrôle absolu de l'information, découvrait soudain une vérité amère à l'ère d'Internet. Aucune censure n'est jamais totalement étanche. Le 5 octobre 2026, soit exactement 13 mois après sa confrontation historique avec le premier ministre français, le chef du Kremlin commit son erreur finale, celle qui allait signer sa perte définitive. Lors d'une allocution télévisée, il qualifia ouvertement les manifestants russes de agent français à la solde de Paris et accusa nommément le Premier ministre français de fomenter personnellement une révolution colorée sur le sol russe. Cette accusation absolument délirante acheva de le couvrir de ridicule aux yeux du monde entier. La réplique du Premier ministre français fut d'une élégance meurtrière, presque chirurgicale.
Lors d'une conférence de presse tenue à Matignon, il déclara simplement sans s'énerver, sans hausser le ton. Il remercia son adversaire pour cet honneur excessif qui lui faisait bien malgré lui, précisa qu'il ne fomentait strictement rien sur le territoire russe, qu'il se contentait humblement de dire la vérité sur le régime en place. Et il conclut par cette formule assassine: si cette simple vérité suffit à déclencher des révolutions, c'est bien que la dictature dénoncée était infiniment plus fragile que son chef ne voulait se l'avouer. Cette réponse relayée instantanément dans le monde entier porta le coup de grâce au prestige du chef du Kremlin. Un dirigeant français à peine âgé de 39 ans venait de tourner publiquement en dérision l'homme qui terrorisait la planète depuis un quart de siècle entier. L'inversion des rapports de force était désormais totale, absolue, achevée. Novembre 2026 marqua officiellement le début de la fin pour le chef du Kremlin. Les signes avant-coureurs se multipliaient à un rythme vertigineux. Plusieurs oligarques commencèrent à fuir discrètement la Russie en portant ce qu'ils pouvaient de leur fortune vers des cieux plus cléments. Des généraux de haut rang sollicitaient à voix basse leur mutation vers des postes éloignés du pouvoir central. Et même fait sans précédent, des membres en exercice du gouvernement russe faisaient passer en cachette des messages à l'Occident, cherchant déjà à préparer l'après-régime. Les fissures apparaissaient désormais de tous les côtés de l'édifice, partout. Le 7 novembre, date hautement symbolique puisque c'est l'anniversaire de la révolution bolchevique, une nouvelle ironie de l'histoire voulut qu'une autre révolution commence précisément ce jour-là en Russie. Mais cette fois, aucune teinte rouge communiste. Il s'agissait d'une révolution démocratique authentique, inspirée directement par l'exemple français et portée par les paroles prononcées à Bruxelles quelques mois plus tôt. En décembre 2026, soit 15 mois exactement après avoir osé défier le chef du Kremlin dans la capitale belge, le Premier ministre français était devenu tout simplement l'homme le plus respecté de la planète entière. Un magazine américain de référence le désigna personnalité de l'année pour la deuxième fois consécutive. Et surtout, le prix Nobel de la paix lui fut décerné en récompense d'avoir rendu courage aux peuples opprimés à travers le monde et d'avoir démontré concrètement que la vérité pouvait encore vaincre la tyrannie. Dans son discours de réception à Oslo lors de la cérémonie de remise du prix, le Premier ministre français prononça des mots appelés à résonner longtemps dans les mémoires. Il rappela qu'en septembre 2025, lors de ce fameux sommet de Bruxelles, il pensait simplement accomplir son devoir en défendant la Pologne face aux intimidations russes. Il ignorait alors complètement que 6 minutes de courage lui suffiraient à ébranler un empire de peur patiemment construit pendant un quart de siècle. Et il dédia solennellement cette distinction prestigieuse à tous ceux qui, en Russie, en Chine, en Iran, partout où sévit l'oppression, trouvent chaque jour le courage de dire non aux tyrans de leur temps. Pendant ce temps-là, le chef du Kremlin passait son tout premier Noël depuis 1999 sans recevoir le moindre message de félicitations d'aucun dirigeant étranger. Pas un. Zéro. Seul dans son bunker moscovite, cet homme qui avait rêvé de restaurer dans toute sa splendeur l'empire russe d'autrefois prenait enfin la pleine mesure dans le silence glacial de ses appartements dorés de l'étendue abyssale de sa solitude. Le 30 et 1 décembre 2026, discours traditionnel de Nouvel An, et cette fois le Premier ministre français put dresser un bilan que strictement personne, pas même les plus optimistes, n'aurait osé imaginer seulement 15 mois plus tôt. Mes chers compatriotes, il y a 1 an et demi à peine, notre pays doutait profondément de lui-même et le monde entier tremblait encore devant les tyrans de toutes sortes. Aujourd'hui, nous marchons en tête du combat pour la liberté et ce sont désormais les dictateurs qui tremblent devant la vérité. Il conclut son allocution par une phrase qui à elle seule résumait parfaitement tout son parcours politique. Nous avons appris une leçon essentielle face aux menaces, face à l'intimidation. Il n'existe qu'une seule réponse digne de ce nom. Regarder la tyrannie droit dans les yeux et lui signifier fermement qu'elle n'aura pas le dernier mot. 6 minutes. Il n'aura fallu que 6 minutes pour changer le cours du monde. Et ce monde désormais ne sera plus jamais le même qu'avant. L'année 2027 s'ouvrit sur un monde profondément radicalement transformé. Le chef du Kremlin, autrefois maître incontesté de son empire et terreur de l'Occident tout entier, n'était désormais plus qu'un dictateur vieillissant isolé dans son propre pays, hanté jour et nuit par les mots d'un Français qui avait trouvé le courage de lui balancer ses vérités en pleine figure. Quant au Premier ministre français, il